Le cercle RH, notre débat pour rester dans le thème de l'IA, l'IA générative, parce que l'IA, on en a depuis très longtemps, l'IA générative, son impact sur les différentes fonctions de l'entreprise. On va en parler avec des experts, peut-être pour rendre les choses moins effrayantes, pour démythifier, pour en parler simplement. On en parle avec Sébastien Denoual, associé Connected Tech Technologie Stratégie. Bon, on avait dit qu'on commençait simplement, ça commence mal. Et transformation chez KPMG, merci d'être là, KPMG France. Merci. Et puis Étienne Lecoeur, cofondateur de Les Enthousiastes, c'est une think tank de réflexion, avec une étude partagée entre KPMG et les enthousiastes, avec ce petit fascicule Trends of AI édition 2025 dans lequel vous allez retrouver tous les documents, et puis on retrouve évidemment l'étude sur les sites respectifs de chacun pour y voir plus clair. Juste un mot, les enthousiastes associés à KPMG, qui est une marque connue du monde dans le conseil, mais les enthousiastes, c'est quoi? C'est pour rendre les choses un peu moins effrayantes? Oui, c'est ça. On a pris le parti, effectivement, avec ce collectif, vous l'avez dit Arnaud, des enthousiastes. On a pris le parti d'adresser le sujet par le côté positif. Pourquoi? Parce que finalement, cette technologie, elle est là. On ne peut pas faire sans. Elle va être de plus en plus présente dans nos quotidiens, professionnels, personnels. Et donc, on s'est dit que si on adressait le sujet de manière très pragmatique, et on va y revenir, et relativement objective, on pouvait finalement trouver des motifs de satisfaction. Et c'est d'ailleurs ce que commencent à démontrer les études que l'on mène en partenariat avec KPMG et les enthousiastes. Qui ont des chiffres, qui ont des datas. C'est ça, dont Trends of AI que vous avez cité. Alors Trends of AI, concrètement, c'est quoi? C'est donc un produit, les enthousiastes KPMG. C'est ça, disponible en ligne et en version papier. C'est une étude en fait qui adresse, qui explore l'impact de l'IA en entreprise sur 4 fonctions principales. Marketing, IT. Finance, RH. C'est ça. Et j'en oublie un? Non, ce sont les 4. On a les 4. Pour rester dans notre sujet, parce que nous on fait de l'emploi, on a beaucoup de RH qui en parlent beaucoup. Elles le font ou pas? Parce qu'on comprend que dans les pré-qualifs de recrutement, là c'est un outil qui est vachement intéressant. Après, elles hésitent un peu. Je me trompe ou pas côté KPMG sur l'analyse des datas? Alors effectivement. Elles trempent un doigt de pied, mais pas plus. Alors c'est l'une des fonctions qui est la plus prudente, puisqu'ils ont des vrais enjeux aussi de gérer une donnée très sensible. Les CV, les noms. CV, les choses comme ça. Si on prend le processus du recrutement, dans le cadre de l'AI Act, c'est quand même l'un des processus qui est jugé les plus sensibles. Et il y a eu un certain nombre d'annonces, même Amazon disait qu'il y avait eu un certain nombre de biais. L'autre cas d'usage, c'est par rapport à tout ce qui est l'administration du personnel. Par rapport à la génération de contrats, de choses comme ça. On peut aussi envisager... Ça se développe beaucoup, j'ai le sentiment. Oui, ça se développe assez vite. Voilà, après, ça peut être aussi un peu le chatbot que vous allez pour donner un certain nombre de réponses, un certain nombre de questions assez génériques sur une politique. Vous dites qu'il n'y a peut-être pas autant d'innovation que ça, parce que c'est assez classique, c'est un processus industriel de mise en place, informatique, j'allais dire. Côté marketing, j'ai vu que là, là ça booste, parce que marketing, c'est penser à la com, on gagne du temps, on crée du doc, c'est un peu ça. On génère du contenu. On génère du contenu, on traduit du contenu, on adapte des formats visuels, on crée des visuels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moitié des publicités que vous voyez dans l'espace public est générée en partie par l'IA. Donc c'est pas un mythe, c'est une réalité. C'est la fin des marketeurs, quoi. Alors en tout cas, c'est un marketeur augmenté. Le marketing est augmenté par l'IA et c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, on voit que c'est clairement la fonction qui s'est le plus emparée de ce sujet d'un point de vue très opérationnel. Donc les use cases, les cas d'usage qu'on liste au sein de notre étude le démontrent, puisque ces professionnels du marketing, à hauteur de 50%, l'utilisent quotidiennement, en déploiement ou en phase de test. Faut le dire, on gagne du temps, ça crée de la productivité, vous êtes d'accord? C'est ça l'objectif. On le vit tous, ça. On gagne du temps, puis on a juste à relire globalement pour voir si l'IA n'a pas fait de bêtises. C'est ça. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Finance, alors on avait l'invité précédente qui est la finance est plutôt à fond. Moi, dans votre étude, celle que vous portez avec les enthousiastes et KPMG, vous êtes plus prudent que de la finance, parce qu'il y a quand même de la donnée stratégique en finance quand même. Alors là, on parle de la direction financière. Voilà, non mais c'est important de bien le dire pour ceux qui regardent l'émission. Effectivement, il y a une ambiguïté sur le terme. Autant le secteur de la finance est probablement un des acteurs qui avance le plus. Et au niveau de la direction financière, même chose, il peut y avoir une certaine prudence par rapport à l'enjeu d'auditabilité des données. Mais néanmoins, il y a un certain nombre de cas d'usage qui sont mis en œuvre. Tout ce qui est lié à la détection des anomalies et des fraudes. D'accord. Et nos équipes d'audit côté KPMG utilisent de plus en plus ces outils. Donc déjà, vous, en interne? Oui, sur la vérification des comptes qu'on fait chez nos clients. Et ça, c'est quelque chose qui va se généraliser.
Après, il y a un autre cas d'usage, ce qu'on appelle l'IA conversationnelle. Oui. Donc, c'est pour aider aussi les équipes des directions financières à accéder rapidement à une multitude de documentation sur les normes, les standards, la réglementation. Parce qu'il peut agréger très rapidement. Très vite, et il y a pléthore de C'est normes. redoutable. Voilà. Donc ça peut être une vraie aide. Et après, il y a un certain nombre de cas d'usage qu'ils veulent explorer, qui sont plus dans les prévisions de la production de données, où là, effectivement, il y a énormément d'attentes. Quand on a fait un certain nombre d'ateliers avec les responsables financiers, il y avait beaucoup d'attentes. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, le niveau d'adoption est encore assez limité. Et ça, c'est très lié aussi au fait de maîtriser la donnée qui est sous-jacente. Quand même, dans l'étude que vous portez, c'est quand même une réflexion qu'on a dès qu'on anime un débat. Je sais que vous animez quelques events en tech, en IA. Il y a toujours le débat de « Ok, c'est intéressant, cette technologie est dingue, mais elle nous oblige d'investir beaucoup en formation en amont, de refaire un diagnostic métier. » Et à chaque fois, on vous dit, est-ce qu'il y a un ROI sur le sujet? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce qu'il y a un peu ce sujet qui est récurrent. Comment je gagne de l'argent avec l'IA? Pour l'instant, j'en dépense, mais j'en gagne pas forcément. Alors, ce qu'on voit avec l'IA, donc effectivement, le ROI, il est très difficile à démontrer. Ouais. C'est beaucoup plus facile de chiffrer les dépenses liées à l'IA que ses revenus directs. Donc ça, c'est une chose. On l'a dit tout à l'heure sur les métiers du marketing, il y a un gain de temps. Or, on sait très bien que le temps, c'est de la ressource, le temps, c'est de l'argent, pour dire les choses simplement. Et la question, c'est comment ce temps gagné est réalloué. Est-ce que, puisque les directions marketing, puisqu'on prend cet exemple-là, vont gagner en efficacité, est-ce qu'ils vont pouvoir prendre un jour de break de plus par semaine, ou au contraire, aller chercher plus de croissance? On observe que c'est plutôt le deuxième cas de figure qui se profile. C'est pas la société du loisir, c'est plutôt la société où on en met un peu plus pour aller chercher créer de la valeur. Voilà, donc le temps gagné va permettre d'aller chercher plus de valeur. Vous êtes d'accord avec ça, KPMG, parce que vous portez tous les deux... Alors, les boîtes vous le disent, vos clients vous le disent, et vous disent, mais nous, on a envie d'y aller, mais quand même, c'est cher, et on n'est pas sûr d'y retomber, quoi. Alors, sur les cas d'usage qu'on a évoqués, qui sont à un bon niveau d'adoption, c'est-à-dire qu'il y a déjà, effectivement, des retours sur investissement. Bon, clairement, effectivement, le buzz qu'il y a pu y avoir en disant on va supprimer massivement des emplois, pour l'instant, c'est pas au rendez-vous. Mais on est plutôt dans l'amélioration de la qualité. Si on prend les directions financières, c'est des directions où, quand on est en période de clôture financière, les gens font des heures. Donc, ce qu'ils voient, eux, c'est plutôt la capacité demain à dégager du temps pour des analyses à plus forte valeur ajoutée et s'imposer un peu plus dans un rôle de business partner qui va aider les autres directions de l'entreprise à être plus performantes. Après, il y a dans des cas où il commence à y avoir un consensus sur des gains de productivité. Si on parle du développement logiciel pour les équipes IT, bien sûr. On parle de 10, 20, voire 30% de gains de productivité. Avec un investissement de base au départ qui est relativement limité quand même pour l'instant, d'accord. En s'appuyant sur un certain nombre d'IA grand public, et on peut penser que ça va s'améliorer avec un certain nombre de solutions qui vont arriver. Alors évidemment là-dessus, les chiffres que je donne peuvent donner lieu à débat, parce qu'il y a certains cas de figure où si c'est pas bien utilisé, c'est plutôt une catastrophe. Donc, on perd plus de temps qu'on en gagne. Voilà, il y a un enjeu dans l'adoption d'accompagner. Mais que vous évoquez dans la formation des collaborateurs, parce que ça c'est une de vos missions, parce que votre think tank c'est évidemment d'apporter de la connaissance de la donnée, mais c'est aussi de prophétiser en disant mais attendez, n'ayez pas peur de l'outil. Il y a un travail de pédagogie à faire dans les entreprises. C'est bien beau que les COMEX investissent, mais il faut que les salariés s'en emparent aussi. Alors il y a un travail effectivement à faire au sein de l'entreprise et de manière plus vaste au sein de la société française. Clairement. Et ça, c'est ce qu'on fait indirectement là en ce moment, en fait. Ce qu'on fait indirectement là, et même plutôt même très directement. Plutôt directement, je trouve. Merci en tout cas de l'invitation encore à Arnaud et aux équipes de Bismart. Mais ce que s'attache aussi très bien à faire directement, le Conseil national du numérique, par exemple, qui est porté par Gilles Babinet, comme vous le savez, et les équipes de Gilles Babinet. Ambassadeur qui est venu sur notre plateau. Eh ben, super. Ouais. Et il est aussi, il soutient la démarche des enthousiastes. Donc on le salue évidemment, Gilles Babinet et toute son équipe, qui vraiment eux sont là pour démystifier et je dirais démocratiser les enjeux liés à l'IA, à son adoption par le plus grand nombre. Et ça va en fait dans la sphère privée, dans la sphère publique. Finalement, c'est une technologie à laquelle il faut qu'on s'habitue, que l'on se familiarise collectivement, et ça participera de sa démystification certainement. On a une petite infographie qui est tirée de Trend of AI sur les RH prêtes à utiliser l'IA pour mesurer le climat social. On a trouvé ça original parce que ça fait rêver les gouvernants. Peut-être qu'on va voir aussi le logiciel, je ne sais pas. 50% sont plutôt favorables, oui. 23 complètement. 18, ils ne savent pas trop. 8 plutôt non.
et 3 pas du tout. Moi, en voyant la question qui était posée, j'avais plutôt l'impression qu'il y avait plutôt un vent de rébellion en disant hors de question. En fait, non, pas du tout. Enfin, globalement, 50 plus 23, plutôt oui, complètement. C'est 73% des gens qui sont d'accord. Comment vous l'expliquez ? Je pense que... Big Brother is watching you. Ouais, alors je sais pas si ça... En tout cas, ça conforte peut-être... Non, je sais que vous aimez pas quand on dit ça. Non, on n'est pas éditeur de technologie, on observe, on est des observateurs. Non, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, ça fait un peu écho au nom qu'on a pris, les enthousiastes. Bah ouais. Je pense qu'on n'est pas les seuls à être enthousiastes. Et en fait, derrière ces craintes qui sont légitimes de la part des professionnels, des gens qui se posent Qui des n'existent questions, pas dans le sondage, en tout et cas. voilà, là en tout cas, les directeurs de ressources humaines, puisque c'est deux dont il s'agit pour cette question-là, voient plutôt le sujet comme quelque chose d'assez intéressant et voient le bénéfice final. C'est quand même des gens qui sont raisonnables, qui pensent salariés first. C'est pas Et forcément... qui n'arrivent pas à toucher dans les très très grandes entreprises l'ensemble des collaborateurs. C'est ça la réalité aussi, c'est qu'il n'y a pas de capacité. C'est un outil magique pour ça. En fait, l'enjeu, c'est de se dire comment je peux analyser toute une série de signaux faibles, et c'est ça qui est tentant. Après, évidemment, avant, là, c'est un intérêt. C'est vrai que c'était une question un peu provocatrice. Non, mais elle est intéressante. Et il y a une envie. Après, c'est évidemment comment je mets ça en œuvre par rapport à tous les enjeux de protection de données. Mais voilà, effectivement, ça... Une illustration qu'il peut y avoir un bel enthousiasme par rapport à ça. Climat social, vous mettez climat émotionnel, vous mettez aussi... c'est pas, le climat social renvoie évidemment à la notion de syndicat, de dialogue social, mais ça peut être aussi le climat et le bien-être dans la boîte. Et une boîte de 10 000 ou de 15 000 salariés, le DRH ne les touche pas. Donc je pense que c'est un outil extraordinaire, à condition de le traiter. Voilà, mais c'est clairement c'est l'orientation qui était derrière cette idée. Quoi. Vous tous les deux sur le plateau, et vous êtes venus aussi nous en parler à travers cette étude, le message subliminal c'est quoi ? N'en ayez pas peur, vous ne perdrez pas votre emploi, parce que ça a été le coup de massue. On nous a dit, l'IA arrive, il n'y a plus de boulot. Alors il y a quand même des métiers qui sont impactés. Enfin, au dehors des 4 secteurs que vous traitez, on voit qu'il y a les métiers, les avocats, les notaires, les journalistes, d'une certaine manière. On ne perdra pas son boulot ? Le message subliminal, alors, je ne suis pas en capacité de vous répondre de but en blanc, parce que je n'ai pas de boule de cristal, mais je crois que le message subliminal, c'est il y a les professionnels qui s'empareront des enjeux de l'IA, et donc qui feront évoluer leur métier, leurs compétences et leur boîte dans le mouvement, et ceux qui seront réfractaires. Et donc ceux-là, on peut avoir un peu d'inquiétude pour eux. Donc c'est ceux-là qui se mettent en danger ? Oui. C'est l'inverse de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que ceux qui ne prennent pas le train de l'IA, vous, chez KPMG, vous leur dites à vos clients, j'imagine, attention, parce que là, vous prenez des risques. Oui, effectivement, d'être en retard par rapport à ce que propose la concurrence. Ça peut être, même quand c'est bien mis en œuvre, ça peut être une amélioration de l'expérience collaborateur. Exactement. Et donc, si ça, vous ne le mettez pas en œuvre, évidemment, là, vous avez à terme un défi en termes de concurrence, que ce soit pour adresser vos clients d'un point de vue performance financière. Étienne, est-ce que vous voulez rajouter un mot ? J'allais tutoyer parce qu'on est un peu confrères. On peut se tutoyer avec joie. Arnaud, oui, je vais profiter d'être sur un plateau de télé pour vous donner une nouvelle en exclusivité. Si J'adore. C'est pour vous, c'est cadeau. Les enthousiastes, c'est un collectif, c'est une centaine de dirigeants ETI, grands comptes sur les 4 fonctions qu'on a évoquées. Donc une partie est en photo dans le... Que vous retrouverez. Une bonne partie sont mis en avant effectivement dans notre support. Tout cela sous la houlette, j'ai envie de dire, d'une marraine de la première édition de la première année de vie des enthousiastes. Donc c'était Catherine Barba, que vous avez certainement reçue sur ce plateau, entrepreneuse, investisseuse. Absolument. Et personnalité particulièrement enthousiaste. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer que cette année, le mandat change de main. Et alors ce sera Anaïs Voy-Gillis, qui est chercheuse et auteure de nombreux ouvrages sur les enjeux de l'industrialisation. C'est une experte. Exact. Experte des industries, qui sera donc la marraine des enthousiastes pour ce millésime 2025-2026. Et ben on a eu donc en exclusivité le nom de la marraine pour le prochain numéro. Vous reviendrez et la prochaine étude. J'imagine que KPMG continue à travailler la main dans la main avec les enthousiastes. On va continuer et on va étendre l'étude à d'autres fonctions. Oui, pour élargir sur la relation client dans le sens large. C'est vrai qu'il n'y a pas le commercial là. Voilà, et donc dans la relation client, on commencera par la vente, jusqu'à l'aspect facturation, tout ce qui est le domaine des opérations industrielles. Bien sûr. Et puis aussi tout ce qui est la dimension, les métiers autour du risque et de compliance, qui font un peu partie de notre ADN et qui sont des fonctions
aujourd'hui qui, d'un point de vue digitalisation, ont une marge de progrès assez significative. Trend of AI, ça c'est ce guide pratique les enthousiastes et KPMG avec cette nouvelle marraine annoncée. Merci à Étienne Lecoeur, cofondateur des enthousiastes, et merci à vous Sébastien Denoël, vous êtes associé chez KPMG France, ça va beaucoup plus vite en le disant comme ça. Merci à vous deux, c'est un vrai plaisir. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi. Notre invité, le partage de la valeur, ça ne concerne pas que les grands groupes, on en parle tout de suite.